Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et bienvenue dans le Café des Sports de Radio Foot International en direct et en podcast, en replay aussi sur la page Facebook de Radio Foot International et sur tous les supports de RFI. Sachez-le, vous pouvez même vous abonner à notre émission, ainsi vous serez au courant de toutes les nouveautés. Le Café des Sports et ses habitués du comptoir, alors des comptoirs toujours à distance, n'est-ce pas? On ne peut pas vraiment partager cet instant amical, mais nous sommes encore réunis grâce à la vidéo et grâce aussi à nos micros. Rémi Ngono, bonjour. Bonjour Annie, bonjour à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs, sans oublier les auditeurs et auditrices. Oui, je crois qu'ils sont plus nombreux d'ailleurs, les auditeurs et les auditrices. Xavier Barré est là aussi, il nous a mis une veste rouge aujourd'hui. Bonjour. Oui, bonjour Annie. Rouge comme la Roja, comme l'Espagne, puisque la Liga reprend et on est très heureux. Très bon transfert. Très bonne passe. Alejandro Valente, justement, bonjour. Bonjour Annie, bonjour à tous. Bonjour le Jefe, sa Liga qui a repris, qui va reprendre véritablement les prochaines heures. Gilles Verdez nous rejoindra aussi tout à l'heure, il fera son grand retour dans Radio Foot, on le retrouvera un petit peu plus tard. David Finzel et Pierre Guérin m'ont aidé à préparer cette émission. Souel Kedir et Laurent Salerno sont à la réalisation. Alors dans les débats du jour, justement, la Liga, la folie espagnole. Au programme des prochaines semaines, le derby de Séville a lancé un marathon de 110 matchs en un mois. Tous les matchs seront-ils à l'image de ce coup d'envoi ? Alors frileux, mais l'enjeu sans âme et sans émotion était quand même là. Il y a eu des crampes aussi sur certains joueurs. Nous y viendrons. Une 28e journée, pourtant très alléchante sur le papier. On vous donnera sans doute envie de la suivre. La Serie A à l'échauffement, elle. Premier match ce week-end avec les demi-finales de la Coupe d'Italie. Juventus, Milan et Naples-Inter. De très belles affiches. Si ce n'était évidemment les huis clos qui gâchent un peu la fête. Et le retour sur le terrain, donc dès ce soir en Italie, du milliardaire désormais, Cristiano Ronaldo, qui chausse de vraies bottes de 7 lieues. On vous racontera ça. À Paris, au revoir Thiago Silva, le défenseur brésilien poussé sur la touche par Leonardo, le directeur sportif du PSG, au monstro. Et pourtant au PSG depuis 8 ans et ses stats restent impressionnantes. Pourquoi le faire partir? Enfin, carton, finale en musique, au rythme du Niger aujourd'hui. Radio Foot, le Café des Sports, c'est parti. Derby Sevillano pour le retour enfin donc de la Liga après 3 mois. On ne pouvait pas commencer par un meilleur match. Le derby donc entre Séville et le Betis. C'est presque un symbole que la Liga recommence par ce match-là. Ocampo que marca el primer gol del campeonato de la Liga Santander tras confinamiento, protesta. Ha propuesto que mejore mucho el juego ofensivo de Sevilla. Vendrá el tiro de esquina, atención, punta derecha, el centro de Jordán, el taco puede ser Et la fin donc de ce derby sevillano. Le Séville FC remporte donc ce derby face au Betis. Dans un stade de 42 000 places désespérément inoccupées et malgré la fausse ambiance diffusée uniquement pour les téléspectateurs, vous avez peut-être entendu, le derby sévillan d'habitude si chaud par les défis que se font et les provocations que se lancent les supporters, eh bien, il manquait de piment et de chaleur humaine, même si vous l'avez entendu, Frédéric Canouté, l'international malien, nous disait que c'était un moment absolument incroyable dans toute l'Espagne, dans toute la Liga. Là, eh bien, il y a quand même eu un vainqueur, 2-0 pour le FC Séville de Julián Lopetegui face au Betis. Alejandro Valente, est-ce que vous avez pris du plaisir ou est-ce que vous êtes quand même resté un peu sur votre faim par rapport à la chaleur promise? Ah non, j'ai pris du plaisir parce que déjà j'étais très content de retrouver le football en Espagne, mais aussi parce que c'était un match assez agréable à suivre. C'est vrai qu'il n'y avait pas l'intensité qu'on peut avoir en temps normal, il n'y avait pas l'ambiance évidemment, mais il y avait du beau jeu,
des joueurs sans doute à court de forme encore, c'est très chaud en plus, mais des joueurs qui ont montré beaucoup un bon esprit et beaucoup d'envie de faire de bonnes choses, surtout du côté des Sévilles, car le match a été très déséquilibré, avec une équipe sévillane qui a largement dominé, avec un Lucas Ocampos qu'on regrette de ne plus avoir à l'œil du côté de la Ligue 1, malheureusement, mais qui s'éclate à Séville. Donc, un match agréable, une bonne reprise. On aura un autre derby ce vendredi avec le derby de la ville de Valence. Bref, ça repart et c'est une très bonne chose. Xavier Barré, effectivement, c'est Luis Ocampos, l'Argentin, soulignons-le, l'ancien de Marseille qui a déjà marqué 11 buts en 23 matchs. Et c'est vrai que là, on l'a beaucoup vu hier sur la pelouse. En tout cas, lui, il est revenu en forme. Oui, il a été très, très impliqué, comme souvent, en fait. C'est un garçon qui ménageait pas ses efforts quand il était à Marseille, mais il était un peu maladroit. Il faisait beaucoup d'efforts désordonnés, il perdait un peu de ballon, beaucoup d'énergie dans des courses parfois mal calculées. Et là, hier, on l'a vu très bon. Il tire le penalty. Pourtant, il y a de bons techniciens à Séville, donc, et il le marque. Et puis derrière, il fait cette talonnade incroyable sur le corner qui permet le deuxième but, celui de Fernando. Et le match bascule à ce moment-là, bascule sous son impulsion, parce que c'est vrai que le FC Séville dominait, mais il n'arrivait pas à marquer. Et puis en 6 minutes, là, tout bascule. Et là, j'avais envie de venir sur un autre sujet, si on a le temps, c'est toute la stratégie des remplacements, justement. Et on a vu que le Betis a réagi tardivement, et notamment Rubi, son entraîneur, alors qu'avec la possibilité de faire ces 5 remplacements, il aurait peut-être pu réagir plus vite, parce qu'en fin de match, sous l'impulsion du vétéran Joaquin et du Mexicain Diego Lainez, on a vu un Betis un peu plus entreprenant venir bousculer le FC Séville. Mais bon, voilà, le break était fait et il restait plus qu'une grosse vingtaine de minutes. Donc, finalement, ces cinq remplacements, ils font ils donnent des possibilités à un entraîneur, mais il faut encore que l'entraîneur sache faire du coaching. Et ça oui, s'impose. parce qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude, mais ils ont droit à 5 remplaçants depuis la crise du coronavirus et donc le manque de forme de ces joueurs arrêtés depuis pour l'essentiel 3 mois. Mais en même temps, on a vu des crampes justement sur certains joueurs et c'est peut-être un peu inquiétant pour la suite. Ouais, on en a vu des deux côtés en fait. On a vu par exemple Mounir El Haddadi, l'ancien attaquant du Barça, qui était un peu fatigué et qui est sorti du côté de Séville en fin de match. Puis on a vu aussi Marc Bartra, un autre ancien du Barça d'ailleurs. J'en profite pour parler du Barça pendant que Rémi Ngono s'absente. Et puis donc un autre ancien du Barça qui lui avait des crampes. Mais Rouloubi avait fait ses 5 changements du côté du Betis. Du coup, il pouvait plus changer Marc Bartra. Donc voilà, il y a aussi cette gestion des hommes du point de vue tactique, du point de vue stratégique, avec donc cette possibilité de faire 2 changements supplémentaires que moi je trouve intéressantes, même si j'avais des réserves. Et puis il y a le côté athlétique où effectivement il faut anticiper quels sont les joueurs qui seront les plus fatigués, ceux qui ont fait le plus d'efforts. Donc ça fait des paramètres supplémentaires à prendre en compte pour les entraîneurs. Et on va voir dans les prochaines semaines comment ceux de la Liga s'adaptent. Pour le moment, Bundesliga, ça se passe bien. Rémi, vous qui êtes un adepte de la Liga, de ce championnat espagnol, comment avez-vous vécu et ressenti ce derby, d'abord à distance, sans ambiance, et puis avec quand même un match où les joueurs ont eu un peu de mal, ne serait-ce que physiquement? Oui, vous dites des joueurs, j'ai aussi vu un chanteur sur le terrain. Quand vous allez avec quelqu'un qui s'appelle Iglesias. Bon, Iglesias, j'ai cru que c'était Julio Iglesias qui était là, mais je ne sais pas comment. C'est une grande famille, Rémi. Mais je ne sais pas comment il a fait pour se retrouver là. Donc, pratiquement, j'ai regardé pendant au moins 70 minutes sans voir. Le bêtise, c'était la bêtise. Parce que pas de tir cadré, pas de corner, il n'y avait pas cet entrain, c'était pas le derby. Donc, pour moi, c'était beaucoup trop pauvre que ce que je ne pouvais imaginer. C'est vrai que FC Séville a été beaucoup entreprenant, mais quand je sais que c'est cette équipe-là qui a battu le Real Madrid, mais c'est pas possible, qui a enlevé, qui a volé, qui a pris 3 points au Real Madrid. Et quand j'ai vu cette équipe-là, j'ai dit, mais donc ces mecs, toute une saison, ils attendent un seul match, le Real Madrid, pour empêcher le Real Madrid de gagner la Liga. Là, ils se donnent à fond et quand ils viennent jouer contre les autres, pas d'énergie, rien du tout. Et finalement, dans les dernières minutes, ils se disent, on peut quand même faire semblant de jouer. Mais moi, j'ai dit, ça ne valait pas la peine qu'ils viennent se présenter dans de telles conditions
ça a été vraiment très pauvre de la part de Betis. Rémi, celui qu'on avait quand même à l'œil, nous, c'était Nabil Fekir, champion du monde avec l'équipe de France, ancienne star de l'OL, qui montrait de très belles choses. Il est parti au Betis, à un moment où le Betis allait beaucoup mieux, hein, avait un autre entraîneur, on sait, c'était un peu une autre équipe, mais là, on ne le reconnaît pas, ce champion du monde. On peut dire qu'on ne le reconnaît pas, mais il a les statistiques meilleures que celles de Griezmann au Barça, hein, parce que quand même, il a 6 buts et je crois 7 passes décisives, alors que Griezmann est à 4 passes décisives, même s'il a 8 buts. Donc, on peut quand même se dire aussi que ça dépend du contexte, ça dépend de l'endroit où vous arrivez. Vous voyez, par exemple, Ocampos quitte Marseille à 14 millions, mais il va dans un bon collectif et il réussit à briller. Lui, par contre, Nabil Fekir, il va dans une équipe, je vais même dire des chevrettes, et qu'est-ce que vous voulez que ça donne aujourd'hui? On voit, il est mal en train et tout et tout. Donc, moi, je vais dire que c'est au niveau du choix de carrière, du choix des équipes, c'est là où ça fait une faute. Il y a un proverbe africain qui dit que mieux vaut aller dans la cour du roi pour ramasser des bouses que d'être toujours avec des poules et être roi. Moi, je crois que quand on voit le choix de carrière d'Ocampos, il a beaucoup réfléchi par rapport à Nabil Fekir qui est en train de sombrer parce que vraiment, sur le plan intrinsèque, quand on voit, par exemple, les 2 joueurs en Ligue 1, mais il n'y a pas match. Mais quand on voit maintenant en Liga, vous voyez même Jules Koundé, mais il a terriblement progressé. Mais pendant ce temps, Nabil Fekir a eu à redescendre d'un peu plus bas parce que justement, vous savez que si on court avec les moutons, on va à la vitesse des moutons. Si on court avec les chèvres, on va à la vitesse des chèvres. Si on court avec des lièvres, on essaie d'accélérer. Xavier, c'est vrai que le choix de Nabil Fekir avait étonné vers ce Betis. Alors, je le répète, l'année dernière, c'était une équipe qui allait beaucoup mieux, mais c'était un drôle de choix, non? Il faut rappeler que le Betis était en D2 il y a encore 2 ans. Hein. C'est un club qui remonte, donc ils se reconstruisent. Ils avaient cette identité de jeu très forte avec Quique Sétienne, mais qui n'est pas restée. Et là, on voyait par moments qu'ils recherchaient ce jeu à base de redoublement de passes, un jeu extrêmement séduisant, mais que c'est vrai qu'ils ont un peu de mal à le retrouver. Après, moi, le choix de Nabil Fekir, il est un peu biaisé, on sait, par les blessures qu'il a eues et les doutes qu'avaient les grands clubs sur son compte. Maintenant, quand on regarde ses performances, c'est vrai que est-ce que nous, même ici, on regarde tous les matchs du Betis Séville? Ben non, en fait. Moi, je regarde bien sûr le derby andalou, je regarde les matchs contre le Real, contre le Barça, mais je regarde pas tous les matchs du Betis. Et si on regarde un petit peu ce qui s'écrit en Andalousie au sujet de Nabil Fekir, on se rend compte qu'il est au rendez-vous des grands matchs parce que c'est un grand joueur, on le sait, mais que parfois, lors d'autres matchs, il a du mal à se motiver. Un peu comme à Lyon. Un peu comme à Lyon, effectivement. Or, aujourd'hui, quand vous êtes un grand joueur, et il fait partie des champions du monde, et que vous aspirez à être dans un grand club, il faut être au top tout le temps. Et à l'évidence, pour le moment, Nabil Fekir n'est pas encore à ce niveau-là. Alejandro Valente, alors on aura des matchs tous les soirs en Espagne désormais. 110 matchs prévus d'ici le 3 août, donc c'est vraiment un marathon énorme pour les joueurs. Par exemple, Séville va rejouer dans 3 jours. En tout cas, ce soir, c'est l'entrée en lice du FC Barcelone qui va jouer au Baléares sur l'île de Majorque. Et demain soir, on aura le Real qui reçoit l'équipe d'Eibar. Alors, en fait, Majorque Barcelone joue demain soir et le Real dimanche. Pardon, oui, samedi soir et dimanche soir. Le Barça à Majorque, Alejandro, est-ce que avec ces 2 points d'avance, est-ce que c'est une équipe qui peut prendre le large? Oui, je pense, d'autant que Barcelone, qui avait beaucoup de difficultés avec les blessures au moment de l'interruption du championnat, retrouve un petit peu tout son effectif, et notamment Luis Suarez, qui avait tant manqué ces dernières semaines. Et puis, je pense que pour des équipes comme Barcelone ou le Real Madrid, le fait de jouer sans public va faire en sorte que les déplacements seront plus faciles à gérer, puisque… C'est ce qu'on voit en Allemagne. Voilà, exactement. Ils sont souvent confrontés à des stades où le public est très hostile et très chaud. Donc là, ils ne vont pas retrouver ce genre d'ambiance. Et puis, on le sait, le public de Nou Camp,
n'est pas non plus un public très entraînant. C'est un public plutôt esthète qu'un public passionné. Donc, Barcelone va perdre probablement moins que d'autres équipes dans cette situation un peu étrange qui consiste à jouer sans public. Cela dit, en Espagne, on envisage de retrouver le public dès le mois de juillet. Rémi, un Barça sans public, donc qui se déplace à Majorque. Et puis, on a un Real Madrid qui, lui, va jouer chez lui. Mais alors, on le sait, c'est pas dans le stade de Santiago Bernabéu, c'est dans l'autre, le stade Alfredo Di Stefano, un tout petit stade. Est-ce que c'est un avantage par rapport à un effectif qui revient sans doute ultra motivé pour reprendre la tête de la Liga? Oui, c'est un effectif très motivé et puis surtout sur les côtés. Parce qu'on va quand même voir que Eden Hazard, qui était presque déjà le maillon fort, mais qui subitement s'est blessé, a beaucoup manqué au Real Madrid. Donc, il revient là. Il s'est blessé au moment où il commençait à se montrer tactiquement sur la mise en place de Zinedine Zidane. C'est un trio qui n'a jamais joué. Alors, est-ce qu'ils vont véritablement s'adapter? Parce que là, quand même, on peut se dire que ça peut être quelque chose de bien, de faisable sur le papier. C'est beaucoup plus attrayant que d'avoir un Gareth Bale qui traîne là. Mais en même temps aussi, on va perdre notre jeune diamant brésilien qui faisait déjà quand même, qui tenait déjà cette équipe, portait déjà cette équipe du Real. Donc, on essaie de voir, parce qu'aujourd'hui, le public, on peut se dire que le public du Santiago, ce n'était plus terriblement ça, parce que, à dire vrai, le Real ne faisait plus d'excellentes performances au niveau du Santiago Bernabéu. Peut-être que cette fois-ci, on va découvrir un autre Real Madrid sans son public, beaucoup plus motivé, beaucoup plus serein, et qui pourrait peut-être aussi profiter de cette coupure qu'il y a eu, et surtout que le Real Madrid sortait quand même d'une défaite. Peut-être ils vont se refaire mentalement, et d'ailleurs, ça se voit au niveau des entraînements. Vivement qu'on aille au choc et qu'on remporte les matchs, et surtout que il faut quand même aussi se dire que le Barça doit encore rencontrer le FC Séville, que j'ai quand même vu comme étant un bon rouleau compresseur. Xavier Barré, est-ce que c'est cette longue coupure, alors involontaire de la volonté de beaucoup, hein, puisque c'était dû à cette pandémie du coronavirus, est-ce que ça relance selon vous la Liga? Est-ce que c'est un autre championnat pratiquement qui commence? Est-ce que c'est un autre moment du football espagnol? On voit Luis Suarez, par exemple, qui était blessé, qui va revenir et on sait que c'est un excellent joueur et il doit avoir soif de prouver qu'il l'est resté. Peut-être que Dembélé pourra jouer encore en cette fin de saison. Hazard, qui n'était pas dans une très grande forme. Bref, est-ce que ça change tout? Non, je pense pas que ça change tout. Ce qu'on voit d'ailleurs en Bundesliga, où on joue depuis quand même la mi-mai, c'est que les meilleures équipes restent les meilleures. La seule tendance qui se dessine, c'est qu'on a plus de mal à s'imposer à domicile, mais en moyenne. Hein. Bon, certaines équipes importantes ont parfois fait des faux pas, mais en général, effectivement, l'absence de public profite aux visiteurs. Voilà, profite aux grands, effectivement. Et profite à l'équipe qui vient de l'extérieur. Donc après, le Barça récupère effectivement Luis Suarez, c'est important. Samuel Umtiti qui jouera à Majorque alors que Clément Langlais est blessé. Donc enfin probablement, c'est pas encore sûr, mais donc c'est vrai que c'est important d'avoir les effectifs au complet, d'autant plus qu'avec les 5 remplacements, on peut faire tourner plus facilement. Maintenant, je pense pas que ça bouleverse la hiérarchie. Alors maintenant, le duel entre le Barça et le Real, Rémi Ngono disait effectivement que le Barça va à Séville, c'est vrai, ce sera dans 2 journées. Mais le Real Madrid a aussi quelques rendez-vous compliqués. Ils vont jouer le Valence lors de la prochaine journée. Ils vont ensuite aller à Saint-Sébastien pour jouer la Real Sociedad. Et puis, ils ont aussi l'Athletic à Bilbao, même sans public. Même si ce sera au mois de juillet, peut-être le public sera revenu, on verra. C'est quand même des matchs compliqués. Donc, je crois que les calendriers sont à peu près équivalents. Donc, si le Barça, avec les blessés qu'il a récupérés, tient le rythme, ils seront champions normalement. Ouais, hein. On entendait Antoine Griezmann dire que finalement, il leur reste 11 matchs, si je ne me trompe pas, et c'est 11 matchs à gagner.
Alejandro. Voilà, mais en plus, le Real Madrid risque d'être handicapé par sa décision de ne pas jouer à Bernabéu parce que si le public revient, même partiellement, comme c'est la tendance à partir du mois de juillet, eh bien, le Real ne pourra pas avoir des supporters dans le stade qu'ils ont retenu. Donc, ils devront, de toute façon, ils se condamnent à jouer sans public tous les matchs à domicile. Oui, notons que leur stade de Santiago Bernabéu est en travaux et c'est aussi pour ça qu'ils ont été obligés de s'exiler. En tout cas, à noter aussi ce match intéressant sans doute dans cette journée de Liga, c'est celui qui oppose les Athlétiques. L'Athletic Bilbao qui recevra à San Mamés, et on sait que là-bas, théoriquement, c'est chaud, mais en tout cas, c'est dangereux pour les adversaires qui peuvent y perdre. L'Atlético Madrid, qui est actuellement 6e de ce championnat, à 5 points quand même désormais de Séville, et c'est important pour l'équipe de Diego Simeone. On y reviendra donc lundi sur cette journée de Liga et sur la reprise espagnole. On continue et cette fois, on prend une autre destination du sud de l'Europe. On part vers l'Italie. Finisce dunque la sfida tra Inter e Napoli, la prima semifinale di Coppa Italia, successo del Napoli in casa dell'Inter, tocca a Milan e Juventus, forse le squadre uscite più per buttarsi sulla Coppa Italia per assicurarsi l'Europa visto il ritardo. La Serie A, encore 8 jours d'attente pour les 3 premières rencontres du championnat d'Italie, arrêtées à la 26e journée. Eux, ils ont donc 12 matchs à disputer d'ici la fin du championnat qui reprend donc dans la botte italienne. En attendant, il y a quand même 4 clubs qui se retrouvent ce soir et demain et qui retrouveront donc le goût des matchs officiels où il y a un enjeu important et ô combien, même si ce sera à huis clos. Ce sont les matchs retour de la Coupe d'Italie qui sont programmés et avec de belles affiches. Dès ce soir, Juventus, Milan AC. Au match aller, il y avait eu un 1-1 entre les deux équipes. C'était un penalty d'ailleurs de Cristiano Ronaldo qui avait sauvé la Juventus à Milan. Et puis demain, ce sera Naples-Inter. Donc les deux clubs milanais sont mobilisés par cette Coupe d'Italie. Et là, il y avait eu une victoire de Naples à l'Inter, 1-0. Xavier Barré, Juventus-Milan. Ah non, on va parler à Rémi, pardon. Juventus-Milan. On a donc le retour de la vedette de ce championnat italien, en tout cas vedette mondiale et internationale, c'est Cristiano Ronaldo, qui sera bien entouré. En plus, sur cette pelouse, on sait que Dybala, par exemple, est en forme. Oui, il faut savoir que c'est Cristiano Ronaldo qui est en super forme de toutes les façons. En 2013, on sait quand même. On l'a vu s'entraîner. En 2020, on a vu comment est-ce qu'il s'entraînait. Et puis, c'est quelqu'un qui monte toujours en puissance. La preuve, c'est que même quand le championnat s'est coupé, il était quand même à 13 buts en 2020. Donc, les seuls qui avaient réussi cette performance, c'est Haaland et bien sûr Lewandowski. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, quand on voit Cristiano Ronaldo, on se dit quand même qu'il s'est entraîné 4 heures par jour. 4 heures par jour pendant le confinement. Il est revenu, on a vu que statistiquement, il était beaucoup plus en forme qu'au mois de mars. Il est le seul joueur qui peut avoir une telle qualité athlétique. Donc, pour moi, aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, qui sait s'entretenir, va tout dévorer. C'est comme ça qu'il fait. C'est un bulldozer. Lui, il démarre la saison lentement. On disait qu'il ne s'adaptait pas. Mais aujourd'hui, on se rend compte que, voilà, il est seul devant et les autres se suivent derrière. Voilà, c'est à peu près. Alejandro, en plus, il a une botte secrète, si on peut dire, ce joueur de la botte italienne. Et alors, ça fascine un peu tout le monde en ce moment. C'est une histoire de crampons, apparemment d'ailleurs conçue par une petite start-up française. Il a des crampons qui sont en fait vissés, alors que d'habitude, ils sont moulés dans leurs chaussures. Et en plus, à l'image des joueurs de rugby, c'est-à-dire qu'il a 8 crampons au lieu de 6 et ça lui permet de s'envoler sur un terrain, c'est ça ? Absolument. C'est un athlète, en fait. C'est un athlète, le champion aujourd'hui portugais, mais d'origine nigériane, Francis Obikwelu, qui est un des amis de Cristiano Ronaldo, qui lui a donné le conseil de tester ces crampons mis au point par la société française Smart Power. Et d'ailleurs, Andy Delors, l'attaquant
algérien de Montpellier les avait testés. Ça lui avait permis de battre un record de vitesse en Ligue 1. Donc l'idée… 36,8 km/h sur le terrain. Voilà, exactement. Donc l'idée pour Cristiano Ronaldo, qui a vieilli quand même, n'en déplaise à Romingono, c'est de pouvoir aller vite. Ces crampons permettent d'améliorer l'accélération et aussi la stabilité en course, et donc de solliciter un peu moins certains muscles pendant l'effort. Donc voilà, on va voir s'il les utilise ce soir. En tout cas, on a vu Cristiano Ronaldo les chausser à l'entraînement, et probablement on verra un Cristiano Ronaldo un petit poil plus rapide ce soir, malgré… La mauvaise foi de l'RFP. Donc, si on donne à l'RFP les crampons, il va courir. Vous savez très bien que, d'ailleurs, c'est Keros qui le disait déjà en 2013 à Manchester United, qui disait que Cristiano Ronaldo, c'est le Michael Jordan du football. Et c'est le seul joueur qui, quand il saute, se maintient dans les airs. Ce n'était pas grâce à ces crampons-là. Personne n'a jamais sauté, peut-être en dehors de Mambik à la Coupe du Monde contre l'Argentine, comme Cristiano Ronaldo. Donc aujourd'hui, ne vous basez pas sur les crampons quand il va se mettre à courir. On vous a bien dit qu'actuellement, sur le plan athlétique, sa masse musculaire et osseuse équivaut à un garçon de 23 ans. Donc Annie tout de suite a dit qu'il a vieilli, mais je devrais dire à LRF que lui, il se bonifie. Plus il va en âge. Donc, n'utilisez pas le prétexte de crampons quand il va courir, quand il va abandonner les défenseurs par terre. Il y a un problème africain qui dit que ce n'est pas en donnant des sabots en or à un âne qui va remporter la course devant un cheval. Xavier Barré, sur cette histoire de crampons et de chaussures, on se souvient que pour nous, le joueur le plus rapide, celui qui avait impressionné, c'était en Coupe du Monde, c'était évidemment Mbappé, qui était passé comme une fusée contre la défense argentine. Mais est-ce que ça peut faire débat, cette histoire de chaussures? Je pense aux combinaisons des nageurs à un moment qui les rendaient plus rapides et qui ont finalement été interdites. Est-ce que c'est un véritable avantage qui peut donner débat? Naturellement. Regardez, si vous voulez, on va mettre à Cristiano Ronaldo les chaussures des joueurs du début du XXe siècle, dans les années 30, quand ils jouaient avec des grosses chaussures en cuir, avec des gros crampons. Voilà, donc on sait très bien que l'évolution des techniques contribue aussi à l'amélioration du jeu et des performances, évidemment. Là, il y a une nouveauté technologique, Cocorico, puisqu'en plus c'est une start-up française, vous l'avez très bien dit, El Jefe. Donc maintenant, ce qui est important de préciser, c'est que ces crampons nouvelle technologie s'adaptent à 99 ou 98% des chaussures existantes. Donc ce n'est pas une exclusivité dont bénéficiera Cristiano Ronaldo. Il a un peu la primeur, mais d'autres joueurs pourront rapidement les adopter s'il y a vraiment un avantage. Et je pense que ça, c'est important que tout le monde soit à peu près au même niveau. Mais il y a un avantage technologique indiscutable. D'ailleurs, si ça n'existait pas, ces avantages technologiques, on ne légiférerait pas dans un certain nombre de disciplines. Vous parliez de la natation, mais c'est aussi le cas pour l'athlétisme. On sait qu'il y a une célèbre marque américaine à la virgule qui a créé une nouvelle chaussure avec laquelle il y a un champion kényan qui récemment a battu le record du marathon. Alors même si c'était pas tout à fait dans les conditions habituelles d'un marathon. Et c'est des chaussures qui lui donnent un avantage parce que la technologie fait qu'il rebondit plus vite, ça amortit mieux. Bon bref, il y a des évolutions technologiques et Rémi Ngono, lui, essaye de nier cet avantage avec sa mauvaise foi habituelle. S'il n'y avait pas d'avantage, Cristiano Ronaldo jouerait en pantoufles, on sait bien. En charentaise. S'il te plaît, Xavier. Déjà, Lionel Messi est le seul joueur qui est autorisé à avoir certaines injections. C'est-à-dire que même sur le plan naturel, ça ne va pas. Et puis, il y a eu des crampons avec Xavi, que ce soit Xavi ou Messi. Ils ont souvent eu des crampons où on ajoutait je ne sais quoi, où on mettait des élastiques, où on mettait des ressorts, où on mettait n'importe quoi. Et non, tu dis n'importe quoi. Attendez, ils ont des crampons et surtout bénéficient des injections. Ailleurs, on dit qu'il est dopé. On va arrêter là le débat sur les crampons, s'il vous plaît. Juste pour terminer, allez, Xavier et Alejandro, un petit mot quand même sur l'enjeu des matchs. On parlait de Cristiano, de la Juventus. Xavier Barré, Juventus Milan,
un match aller 1-1. Qu'est-ce que ça peut donner au final? Encore la Juve en finale de la Coupe d'Italie? Oui, la Juve encore une fois en finale. Il faut rappeler qu'ils ont été battus l'an dernier en finale de la Coupe. La Lazio, Ouais. Alors qu'ils avaient gagné les 4 précédentes éditions que j'avais d'ailleurs eu la chance de commenter sur Eurosport. Donc c'est une équipe qui a énormément dominé le football italien ces dernières années et qui aujourd'hui se retrouve avec un challenger sérieux. Et contrairement à ce qu'on pouvait croire, c'est pas Milan, c'est pas l'Inter, c'est pas Naples non plus. Cette année, c'est la Lazio de Rome qui a 1 point en championnat et qui avait gagné la Coupe l'année dernière. Donc moi, je suis très très curieux de voir la reprise de la Serie A avec cette Lazio qui vient talonner la Juve. Mais bon, on va voir déjà dans quelles conditions ils sont. Mais je pense que la Juventus va faire qu'une bouchée de Milan. En revanche, je suis beaucoup plus intéressé par l'autre demi-finale qui va opposer l'Inter à Naples, parce que là, on a un vrai enjeu, une vraie incertitude. Même si Naples a gagné à Milan le match aller, on sait que l'Inter, c'est un commando qui est capable de faire des coups à l'extérieur. Ouais, mais l'Inter en ce moment va moyennement, donc on verra ça en tout cas dans la suite de nos débats et ça sera en début de semaine. On continue et là on se rapproche bien de l'Hexagone, on se rapproche de la France, du Parc des Princes, qui est jamais très loin d'RFI, n'est-ce pas? Et nous allons inviter un nouveau participant dans ce Café des Sports. On continue. Qui est là? Un nouvel invité dans Radio Foot International et j'espère que vous ne l'avez pas oublié. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas revu à nos côtés. Bonjour Gilles Verdez. Bonjour à tous, bonjour Annie, quel plaisir de vous retrouver. Moi, je ne vous avais pas oublié, vous savez. Non, mais nous non plus, vous voyez bien, on vous invite. Et bientôt, quand on reviendra à la normale, n'est-ce pas, et sans virus, on se verra encore plus près. Alors, l'idée maintenant, c'est de parler de Thiago Silva. À l'été 2012, quand le Paris Saint-Germain recrute Thiago Silva, c'est le moment qui lance le projet du PSG. Son grand capitaine, le numéro 2, Thiago Motta, c'est frappé au deuxième poteau, il ne peut pas sortir la tête. Ouais, le but de Silva. Ouais, 2-2, Paris Saint-Germain égalise, Paris est qualifié, Paris tire sur au Monstro, le monstre ne s'inscrit pas dans les plans du club. Thiago Silva quitte donc Paris, où il aura quelque peu personnifié les paradoxes parisiens. Il avait été accueilli comme une star, l'une des premières de l'ère qatarienne à Paris, au Monstro, le monstre, comme on dit en portugais. C'était son surnom dans la défense du Milan AC et il était arrivé pour solidifier le projet de l'émirat du Qatar à Paris. 8 ans plus tard, son contrat s'achève, ça sera le 30 juin. Et pourtant, Thiago Silva était dans l'incertitude. On s'en doutait, il ne serait pas renouvelé. Est-ce que le fait de ne pas renouveler son contrat, de ne pas le conserver à Paris, alors que c'est quand même un des symboles, même s'il y en a eu d'autres, c'est vrai que Pastore était arrivé avant lui, mais on a un peu compris que Pastore, il n'y aurait pas de continuité. Zlatan était arrivé après ou en même temps. Et c'est vrai que Zlatan, l'attaquant, le buteur et tout. Mais Gilles Verdez, Thiago Silva, c'était un peu l'âme quand même de cette équipe et surtout la solidité à l'arrière. C'est justement, Annie, parce que c'était un symbole qu'il ne sera pas conservé. Thiago Silva, c'est un symbole de beaucoup de choses. Vous disiez monstre. Monstre non pas au pied d'argile, mais au mental d'argile. Au mental si fragile que Leonardo s'est dit, pour reprendre la main sur ce vestiaire, pour transfigurer ce PSG et en faire peut-être un vainqueur de Ligue des Champions ou encore un club avec une importance encore surévaluée, eh bien, ça doit se faire sans Thiago Silva. Parce que Thiago Silva, c'est le symbole d'une réussite domestique et d'une faillite européenne. Si vous voulez progresser, de mon point de vue, Leonardo a raison, si vous voulez progresser, amener le PSG plus haut, forcément, c'est sans ce Thiago Silva-là qui a vieilli et qui jamais n'a incarné cette hargne de gagner au plus haut niveau.
Son départ est supposé et apparemment a été confirmé sur Instagram par sa femme, Isabelle. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu d'ingratitude de la part du Paris Saint-Germain? Parce qu'on se souvient notamment, on l'a entendu, d'un but à Chelsea qui avait été essentiel pour qualifier l'équipe en Ligue des Champions. C'était en 8e de finale. Et puis surtout, on a quand même vu toujours ce joueur avec une constance absolument incroyable dans les statistiques. 133 matchs de Ligue 1 et 35 de Ligue des Champions. Il n'a en Ligue 1 jamais eu de carton rouge. Et il a quand même marqué en plus 7 buts, 5 passes décisives. Dans les duels, il est meilleur que Van Dijk au niveau européen, Gilles Verdez. Il a des statistiques de folie. Mais vous savez, Annie, on en parle souvent, au PSG, tout est politique. Ce qui s'est passé là, c'est que Leonardo a pris tous les pouvoirs. Alors moi, je suis pour, certains peuvent dire il en a trop, mais il a tous les pouvoirs. Et pour asseoir son pouvoir, il faut qu'il casse ce vestiaire hégémonique, ce vestiaire où les Brésiliens, avec le leader emblématique Thiago Silva, faisaient ce qu'ils voulaient. Et Leonardo, qui est brésilien lui aussi, connaît bien tout ça. Et pour que Leonardo assoie son pouvoir, il doit prendre le pas sur le vestiaire. Ce qu'il fera dans un an, c'est qu'il virera Tuchel. Enfin, il le virera pas parce qu'à l'expiration de son contrat, Tuchel partira. Sans doute que Allegri, l'homme protégé de Leonardo, prendra les rênes. Et Leonardo veut lui offrir un vestiaire, entre guillemets, assaini. C'est-à-dire un vestiaire qui ne va pas retoquer les envies tactiques d'un entraîneur. Un vestiaire qui va s'incliner devant la puissance du club. Et ce vestiaire-là, avec Thiago Silva, avait trop de pouvoir aux yeux de Leonardo. Donc, c'est parce qu'il est un symbole, parce qu'il est un symbole aussi d'un échec au plus haut niveau que Thiago Silva est prié de s'en aller. Oui, parce que effectivement, Thiago Silva était de toutes ses aventures en Ligue des Champions et de ses éliminations parfois précoces ou catastrophiques ou traumatisantes. On s'en souvient avec Barcelone. Ce joueur, il a 35 ans, mais des statistiques encore de fou. Ça veut dire que sa carrière en Europe n'est sûrement pas finie, Gilles. Non, à moins qu'il ait envie d'un retour au Brésil, mais il aura des propositions. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le critère par l'âge est beaucoup moins prééminent qu'il ne l'était à une époque. Et c'est très bien. Je voulais juste ajouter au niveau du rééquilibrage du vestiaire que c'est un peu un pour un. OK, les Brésiliens, vous avez obtenu que Cavani, que vous avez mis un peu quand même, que vous avez borduré un peu. OK, Cavani s'en va. Mais d'un côté, Leonardo, qui est un fin stratège, il leur dit, vous avez obtenu la peau de Cavani, eh bien moi j'aurai celle de Thiago Silva. Un partout, la balle au centre, et au centre, il y a Leonardo. C'est donc très politique. Toujours. Rémi Ngono, et Xavier et Alejandro, je vais vous demander un commentaire à chacun assez court sur Thiago Silva. Rémi, est-ce que vous le déplorez que finalement on se sépare de Thiago Silva, qui est un peu la tour de cette défense? Parce que même si par exemple il y a l'autre Brésilien Marquinhos, mais Marquinhos parfois est utilisé sur l'autre poste qui est le fameux numéro 6 devant la défense. Pour moi, il est arrivé au terme de sa période de nullité parce que, contrairement à ce que vous dites, moi, je n'ai rien vu en Thiago Silva parce que il faut quand même se dire que ce monsieur, quand il venait, j'avais moi-même peur parce qu'on disait, le monstre est là, le monstre arrive là. Mais attendez, c'est le deuxième transfert quand même après Rio Ferdinand qui était parti de Leeds pour Manchester United. Donc, quand Thiago arrive, c'est 49 millions d'euros que le Paris Saint-Germain est en train de banquer pour un défenseur. Au-delà de ça, son salaire à Milan était de 6 millions. Il passe à 9 millions. Il en a terriblement eu. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire que en 2011, il se dit qu'en 2012, il voit au plus tard le Paris Saint-Germain remporter la Ligue des Champions. Nous sommes en 2020. Nous sommes en 2020. Le monstre a vieilli. Il a bientôt 36 ans. C'est-à-dire qu'il est arrivé à 28 ans. Mais qu'est-ce qu'il a prouvé? Dans sa verte jeunesse, il a échoué à Porto. Il a échoué un peu partout. Bon, il est arrivé au Paris Saint-Germain. On nous a dit maintenant que c'est la tour de contrôle. Vous le comparez à Van Dijk. Mais attendez. Non, dans les statistiques, Rémi, je ne le compare pas. Dans il y a des meilleures statistiques en duel. On sait, la seule statistique, c'est que il sait trop bien pleurer. On l'a vu avec le Brésil, on l'a vu fuir les responsabilités devant le Paris Saint-Germain. Il n'a jamais su surmonter ces joueurs-là, même quand il fallait prendre les roustes face au Barça, face aux grandes équipes en Europe. Donc, c'est là où on reconnaît la tour de contrôle. La tour de contrôle, c'est lorsqu'on se retrouve devant le Barça. La tour de contrôle, c'est lorsqu'on se retrouve
contre le Real Madrid. L'atout de contrôle, c'est pas quand on se retrouve face à Lorient. Alejandro? Moi, je vais tout à fait dans le sens de Gilles, d'autant que depuis le début du confinement, Thiago Silva n'a rien fait pour arranger son cas. D'abord, il est parti au Brésil dans des conditions un peu ridicules et qu'on a beaucoup pointé en prétextant qu'il n'arrivait pas à faire les courses à Paris. C'était sa femme. Oui, oui, mais c'est quand même la famille Thiago Silva. Il s'est opposé vigoureusement à toute réduction de salaire au sein de l'effectif du PSG, ce qui a considérablement affaibli non seulement la situation financière du club, mais aussi son image, puisqu'aujourd'hui, c'est une image déplorable en pleine crise de voir des joueurs grassement payés refuser tout geste dans ce sens. Donc, je pense que Thiago Silva aurait peut-être eu l'opportunité de montrer qu'il était un grand capitaine dans une situation difficile et il a raté complètement cette occasion. Xavier Barré, où est-ce que vous le verriez rebondir, ce joueur? On parle du Milan, où il a été effectivement un joueur important à une certaine période, où il y avait encore Seedorf, où il y avait Zlatan. On parle aussi d'Everton, peut-être, surtout dans la presse brésilienne. On dit que Carlo Ancelotti pourrait s'intéresser à lui. C'est vrai qu'il a 36 ans bientôt, mais il n'est pas fini, contrairement à ce que dit Rémi Ngono. Donc, je pense qu'il peut encore jouer, notamment dans un club comme Everton, qui challenge les gros en Première Ligue. Ça peut être un défi intéressant pour lui. Est-ce que c'est le moment de retourner au Brésil? Peut-être pas encore. On sait que, pareil, il y aura toujours un club au Brésil pour lui ouvrir les portes. Mais ça va être difficile maintenant pour lui de retrouver un club qui a les mêmes ambitions que le PSG et surtout qui lui offre le même salaire. Gilles, pour terminer sur le Paris Saint-Germain, est-ce que le départ de Thiago Silva, c'est peut-être aussi, vous parlez beaucoup de politique et on le sent en ce moment dans ce club, c'est aussi le départ peut-être, alors on évoquait Cavani, puisque Icardi a été confirmé et acheté. Peut-être, alors Choupo-Moting, le joueur camerounais, ne sera pas prolongé, on va dire, mais lui, c'était à la fin de son contrat. On pense peut-être aussi à l'entraîneur, à Tuchel. Est-ce qu'il va rester? Parce que c'est un petit peu bizarre la situation actuellement. Et Tuchel, finalement, lui, il a quand même assez basque cette histoire de Manchester United absolument incroyable. Oui, je pense que Leonardo est en train de préparer psychologiquement, Leonardo El Qatar, psychologiquement Tuchel au fait qu'il ne sera pas reconduit, mais dans un an. S'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, à mon avis, ça aurait été beaucoup plus chaud pour Tuchel. Alors là, on commence à virer autour de lui des gens du médical qu'il appréciait. On commence à ne pas prolonger des joueurs sans lui demander. Peut-être est-il d'accord, mais on ne lui demande pas. Leonardo va faire un recrutement de jeunes joueurs avec des salaires un peu moindres, assez agressifs, notamment les latéraux. Je ne pense pas que Tuchel soit consulté. Donc clairement, Leonardo prépare l'après Tuchel. Mon opinion, c'est que Leonardo a déjà son entraîneur pour dans un an, sans doute peut-être Allegri, et qu'avec cet entraîneur, mais de manière extrêmement secrète et confidentielle, il prépare l'après. Alors Tuchel peut encore tout gagner, mener le PSG au firmament, c'est encore possible. Mais oui, ils ont encore la Ligue des Champions. Il n'y a plus de championnat, mais il y a la Ligue des Champions. Absolument, mais je ne pense pas que dans l'esprit de Leonardo, Tuchel incarne l'avenir du PSG. On commence à renier tous ses pouvoirs et à lui faire comprendre qu'il est le patron technique, mais un patron technique qui n'a plus toutes les options de recrutement ouvertes, donc un patron dont les pouvoirs sont reniés. Oui, et qui manque peut-être aussi un peu de crédibilité. Merci beaucoup, Gilles Verdez, d'être venu nous voir dans le Café des Sports et à très bientôt, j'espère. Au revoir, Gilles. Au revoir, à bientôt. Et les amis, eh bien, c'est déjà, on s'achemine vers la fin de l'émission, donc traditionnellement, les cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Les cartons de la semaine de Radio Foot International. Honneur à Rémi Ngono dans sa jungle avec ses animaux toujours. Oui, dans la jungle de Lyon, bien sûr, avec un débat actuellement qui fait rage au Cameroun, faut-il toujours conserver cette façon de confier les lions indomptables à quelqu'un qui vient toujours de l'étranger? Eh bien, actuellement, on voit quand même des entraîneurs et même quelqu'un qui est venu de la Belgique dire aux responsables, aux autorités camerounaises que non, il faut apprendre aussi à confier la direction des lions indomptables du Cameroun à un Camerounais parce qu'ils ont des capacités de pouvoir
gérer cette équipe-là si et seulement si on offre non seulement les moyens, c'est-à-dire le salaire qui y va, mais aussi les mêmes conditions de travail que les étrangers. Mais malheureusement, au Cameroun, on le sait très très bien, on ne va jamais faire comme au Sénégal. C'est toujours parce qu'on cherche à gagner quelque chose avec des contrats qui sont signés avec d'autres. Rémi, oui. C'est un carton de quelle couleur et à qui? Mais ce carton-là est donc donné aux autorités camerounaises. Ce carton est pratiquement rouge parce que les Camerounais, les responsables du football camerounais ne font jamais confiance aux entraîneurs locaux. Xavier Barré, votre carton et votre… Un carton vert. Un carton vert, Annie, je sais que vous l'aimez bien, je l'ai retrouvé. Et alors, je vais donner un carton vert à Thomas Müller parce que franchement, joueur qu'on avait enterré… Votre petit ours qui symbolise le Bayern et la Bundesliga allemande. Voilà, parce que franchement, Thomas Müller, on l'avait enterré, il a failli quitter le Bayern en cours de saison parce qu'il était devenu remplaçant avec Niko Kovac. Niko Kovac a été viré. Depuis, on a eu Hansi Flick qui est devenu le numéro 1. Il était déjà l'entraîneur adjoint. Et Thomas Müller est devenu incontournable. Et je trouve que c'est vraiment un joueur, il a 30 ans. Et en fait, il vieillit pas parce qu'il est toujours aussi frais, aussi imprévisible. Et c'est lui qui apporte cette touche de folie au jeu bavarois qui fait que le Bayern va être encore champion. Alors, de temps en temps, on peut s'en réjouir, carton vert. Oui, et le Bayern qui va disputer sa 24e finale de Coupe d'Allemagne, puisqu'ils se sont qualifiés durant la semaine et ils vont retrouver le Bayern, un match qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, Bayern. On se retrouve donc en finale de la Coupe d'Allemagne. Alejandro Valente, vous, votre carton, quelle couleur? Allez, un carton vert d'encouragement à Martin Braithwaite. Vous savez, c'est ce joueur danois que Barcelone avait recruté fin janvier pour pallier à l'absence de Luis Suarez. Finalement, il se retrouve avec Luis Suarez dans les pattes, donc avec un risque considérable de faire banquette. Mais bon, c'est un joueur qui prend tout avec le sourire et il racontait cette semaine la manière dont s'était passée son arrivée à Barcelone en des termes très drôles. Il expliquait qu'il recevait plein de coups de fil à toute heure de jour et de la nuit. Et il ne voulait même pas parler à sa femme que Barcelone était en train de négocier pour lui. Alors, il sortait dans le froid de l'hiver pour discuter un secret au téléphone et sa femme était persuadée que c'était une maîtresse qui l'appelait. Donc, ça a fait quelques frictions au sein du couple. Finalement, tout s'est bien terminé pour lui. Il est arrivé à Barcelone, mais est-ce qu'il va jouer? Ça, c'est une autre question. Oui, mais est-ce qu'il va y rester aussi? Le carton de Radio Foot International est vert. Et c'est un carton un peu général, mais à la seule Coupe du Monde organisée en Afrique et par l'Afrique. Ça fait exactement 10 ans. En Afrique du Sud, le monde du ballon avait rendez-vous au pays de Nelson Mandela pour la Coupe du Monde de 2010. Et Nelson Mandela qui était apparu, on s'en souvient, lors du coup d'envoi de la finale entre les Pays-Bas et l'Espagne, et dont l'Espagne sortirait vainqueur. Donc 10 ans du coup d'envoi d'une belle fête finalement dans les beaux stades. On se souvient de ces stades qui ont été construits en Afrique du Sud, le Soccer City de Johannesburg, mais aussi celui du Cap, de Durban ou encore de Bloemfontein ou encore de Port Elizabeth. Peut-être que c'est un peu dommage que le football ne se soit pas vraiment imposé dans ce pays, mais ce n'est pas sa tradition. Et surtout, on se demande à quand la prochaine Coupe du Monde en Afrique. Et là, on a un peu du mal à se… Au 23e siècle. On a du mal à se projeter, disons, dans le futur. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé une nouvelle fois à cette émission à distance, mais tous ensemble. On se quitte en musique. Honneur au Niger avec Danny Lee et le collectif Point Levé. C'est une chanson qui s'appelle « Protège ta life ». Alors, il y a du Tamashek, il y a du Haoussa pour passer un message, puisque cette chanson s'inscrit dans le cadre de la campagne de prévention lancée par l'UNESCO contre le coronavirus. Merci beaucoup, les amis. Bye bye. Merci. Et rendez-vous pour nos auditeurs à lundi à 16h10 en temps universel. J'espère que vous en avez déjà pris l'habitude de ce changement d'horaire. Merci à tous. Coronavirus, éloigne-toi de mon peu.
au coronavirus. Protège ta life, protège ta life, protège ta life. Face au coronavirus. Protège ta life, protège ta life. On ne vit qu'une seule fois, alors protège ta famille. On ne vit qu'une seule fois, alors protège tes amis. On ne vit qu'une seule fois, alors protège ta vie. On ne vit qu'une seule fois, alors écoute les consignes. Munadamai say wabay, taraisi kabay, kabay kadangay, korte je fono bangay. Koto gayeri, tumay sa tori, kalday dani ni chandi. Wala mini bondang kubuli, chara kamara janji, janji, meter 4 day dangi. Koto ni fatara, wala mo chalara, dimbanda ma furay se fisira.